Merci encore d'être venus ce soir si nombreux. Je vais prendre ton micro. Ouais, là on m'entend mieux. Du coup, voilà, merci encore pour d'être venus ce soir pour la 10e édition de Level Up. Donc là, ça y est, on clôture un peu l'année scolaire. Donc on reviendra en septembre. Donc ce soir, et c'est Étienne Desbois qui va nous faire une présentation sur l'explication de Lumen et Nanite, un peu une explication assez technique. Merci beaucoup à Étienne. Juste aussi, je dirais à la fin de la conférence d'Étienne, on a quelques nouvelles très sympas sur la suite de Level Up. Donc voilà, je lui demanderai 5 minutes de plus après la conf pour vous expliquer un petit peu la suite qui va se passer à partir de septembre. Donc il y aura des belles choses qui vont arriver pour l'année 2024-2025. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne conférence et désolé du retard. Ok, c'est bon, j'ai récupéré le micro qui marche. Je me cale par ici, sans doute, pour éviter d'être sur les slides, c'est un peu bête. Bonsoir à tous. Merci Non, en fait, j'ai nulle part où me placer, c'est terrible. Ok, merci. Bonsoir à tous. Merci à Kevin déjà pour l'opportunité. J'espère qu'on pourra se redire merci dans 1h30, qu'on ne sera pas en froid. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. J'espère que vous serez encore là aussi dans 1 heure. Alors, je vais juste vous demander un petit effort au début. C'est rapide. C'est pour ma grand-mère, un selfie. Alors, un selfie, je retourne. Magnifique, j'espère que c'est propre. J'ai un ami qui fait pareil sur plateau de tournage, il filme tranquillement et quand on lui dit bah non t'as pas le droit, c'est interdit, il fait non mais pas de souci, c'est pas pour le réseau, c'est pour ma maman. Et figurez-vous, ça passe. Alors donc moi je me présente, je m'appelle Étienne Desbois. Pour me présenter rapidement, j'ai fait des études à la base, donc j'ai fait un master de recherche en informatique fondamentale. L'informatique fondamentale, c'est des mathématiques appliquées à l'informatique. En disant ça, je me mets en froid avec la communauté des mathématiciens, alors qu'on me coupe le son, et la communauté des informaticiens. Les deux vont pas être contents, mais en même temps, voilà, j'ai des potes de promo qui, en choisissant les bonnes matières, ont réussi à valider le master sans avoir à toucher un ordinateur, uniquement avec un papier, un crayon et beaucoup de neurones. Donc c'est difficile de justifier que c'est de l'informatique au grand public. Mais voilà, moi, au contraire, j'avais bien les ordinateurs, j'avais bien le côté un peu créatif, donc on peut faire avec le développement. J'ai 2 mains droites dans la vraie vie et je suis gaucher, donc c'est un peu bête. Ce qui fait que pouvoir développer, c'était pratique. Ce qui fait que plutôt que de continuer en thèse et en recherche ensuite, j'ai changé de branche et je suis allé bosser pour Lux Machina, qui est une boîte américaine de production virtuelle à Los Angeles. Voilà. Alors la production virtuelle, il y a déjà eu un level up dessus il y a 3-4 mois. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ce qui avait été dit. Pour faire simple, c'est un ensemble de technologies qui vise à amener un peu du virtuel sur plateau de tournage, dont la technologie phare et le volume de LED, qui consiste à, plutôt que de filmer un acteur avec un fond vert derrière et d'envoyer ça en poste pour rajouter les effets visuels, on vient rajouter une énorme télé en LED derrière l'acteur tout autour du plateau, qui fait plusieurs centaines de mètres carrés. Et à partir de là, on va venir filmer l'acteur avec directement les effets visuels incrustés à la caméra comme on veut. C'est quelque chose qui a une composante temps réel très forte, et donc Unreal, enfin notamment Unreal, parce que pour tromper l'œil de la caméra et lui faire croire que elle ne filme pas simplement une télé qui affiche un décor, mais vraiment une vraie extension de décor, il faut venir traquer sa position dans l'espace, sur plateau, pour tromper sa parallaxe en modifiant ce qu'on affiche sur le mur de LED en fonction de sa position. Donc déjà, on rentre dans le temps réel et donc dans Unreal. J'ai également fait des installations interactives avec à peu près la même idée, sauf que au lieu d'avoir une caméra sur plateau, on invite du public et on ne traque pas une caméra, mais on traque le public. Pas de manière creepy. Simplement, l'idée, c'est que si une gamine court vers le mur et qu'on a des petits poissons virtuels qu'on affiche dessus, les petits poissons vont s'enfuir parce qu'ils vont avoir peur de la gamine en physique dans la salle. Et actuellement, je suis encore dans la production virtuelle chez Dark Matters à Tigerie, en tant que lead développeur pour tout ce qui va être R&D pour nos outils maison de temps réel, et également opérateur quand il y a besoin. Je reprends mon petit outil. Et c'est un échec. Ok, c'est bon. Je vais commencer par mettre un peu un contexte autour de ce level up, expliquer pourquoi c'est moi qui suis là ce soir à parler, en montrant l'iceberg de la production. Alors, je vais pas. De toute façon, si vous faites des meet-up entre techos, vous allez très vite vous rendre compte que le level up est bien plus sympa. Il restait un problème qui est de quoi je parle. Moi, je suis habitué à parler ici entre gens comme moi là qui aiment la plongée.
il faut réussir à trouver un discours transversal qui vous intéresse vous en tant qu'artiste et qui intéresse aussi les techniciens. Je pose la question à Kevin, qui me répond, tu as carte blanche, mais. Si vous parlez bien français, vous savez que dans une phrase, qui vient avant le mais n'a aucune valeur. Et donc, la phrase complète de Kevin était, tu as carte blanche, mais moi, ce qui me ferait kiffer, c'est que tu parles de maths. Je pense que le plan machiavélique de Kevin, qui d'habitude est debout ici, là, voilà, vas-y, relève-toi pour la démo, parce que c'est la première fois que je te vois assis quand même, c'est incroyable. Voilà, normalement, Kevin, il est ici au level up. Il y a du bruit, il y a des courants d'air, ça pue, il voit pas l'écran. Et s'il m'a demandé de parler de maths, c'est que pour moi, son plan machiavélique, c'est de rapidement pouvoir s'asseoir au premier rang, qu'il soit à la fois le dernier rang, parce qu'il y aurait juste plus que lui dans la salle à m'écouter. Donc j'ai refusé. Il me restait à trouver de quoi parler, de quoi je pouvais parler qui soit pas juste des mathématiques. T'as le droit de t'asseoir maintenant, c'est bon, merci. Je te dirai quand tu dois te relever. Alors je me suis posé la question de ce qu'il y a eu précédemment dans Level Up. Et j'ai constaté que la plupart des thématiques abordées tombaient dans deux catégories. La première, c'est utiliser Unreal en tant qu'outil monolithique pour faire une production. Typiquement, faire de la preview avec Unreal, faire de la virtual prod avec Unreal. Le mot-clé étant ici avec. Et l'autre catégorie qu'on avait était comment manipuler Unreal en s'intéressant à un domaine précis d'un point de vue artistique, en tout cas tech artiste, à savoir le lighting dans Unreal le mois dernier, l'animation dans Unreal, l'environ dans Unreal, etc. Mais finalement, que ce soit avec ou dans, il n'y a jamais vraiment eu de level up sur comment marche Unreal, ce qu'est Unreal. Mon thème était trouvé. Le problème étant que Unreal, c'est énorme et qu'on peut pas parler de tout, sinon il faudrait que je fasse tous les level up sur les 3 prochaines années. Peut-être qu'on pourrait créer un Etienne Up, mais je pense pas que ça intéresse grand monde. Donc, il a fallu réduire un peu le scope en me disant comment est-ce qu'on pourrait résumer Unreal Engine ou Unreal Engine 5 en seulement 2 mots. La première réponse pourrait peut-être être de dire que c'est un moteur de jeu. Donc, Game Engine en anglais, parce que moteur de jeu, ça fait 3 mots. Mais c'est une très bonne réponse. À la base, Unreal est un moteur de jeu. On pourrait également dire que c'est un moteur de rendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animes ou d'archviz qui sont faits dans Unreal, qui est également une très bonne réponse. C'est tu n'as plus le droit de t'asseoir. Si vous aimez un peu de bullshit, on pourrait dire que c'est un créateur d'univers ou un créateur d'histoire. S'il vous plaît, dites pas ça. Et c'est plutôt dans le faillotage, on pourrait sinon dire que le Unreal Engine en 2 mots, c'est très simple, c'est level up. Si c'est vraiment ce qui vous est venu en tête, n'hésitez pas à donner, à soutenir le level up pour que ça puisse continuer à exister. Je pense que vous voyez où je veux en venir avec Unreal Engine en 2 mots, avec le titre de la conférence, etc. Vous savez pourquoi vous êtes là a priori. Mais on va faire une world premiere dans l'histoire des level up en faisant une level upception et en posant la question à Olivier qui présentait le mois dernier. On n'a pas besoin du son, si vous n'avez pas entendu, c'est pas très grave. Il dit simplement Unreal Engine 5, c'est Nanite et Lumen. Et comme vous pouvez le voir, Kevin est toujours debout normalement. C'était Nanite et Lumen sont 2 mots-clés qui ont été évoqués, je pense, à l'intégralité des level up pour l'instant, sans être jamais vraiment explicités. Donc, j'avais trouvé mon thème, que je regrette un peu maintenant parce que j'aurais peut-être dû résumer Unreal 5 en un seul mot, ça aurait peut-être été plus facile pour ce soir, on se va pour tenir en 1 heure, mais on va faire ce qu'on peut. Parce que il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a 2 problèmes, donc ça fait peut-être 3 problèmes. Bref. Le premier problème, c'est que Nanite et Lumen sont à la fois des technologies et des termes techniques. Et des termes marketing, qu'est-ce que je raconte? Ce que je veux dire par là, c'est que Nanite comme Lumen, présentés par les développeurs d'Epic Games pour les développeurs de l'industrie, et Nanite Lumen présenté par les évangélistes d'Epic Games pour les artistes ou même à la fin les gamers, ce ne sont pas les mêmes Nanite et Lumen. C'est pas la même définition. Ce qui fait que quand je dis Nanite, vous entendez Nanite, mais c'est pas le même mot que ce que j'ai voulu dire en tout cas. Donc, on a un écart ici qu'il va falloir résoudre ensemble pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Je tiens à préciser que sur cette conférence, moi, j'ai surtout m'attaqué au côté technique. Je suis pas un artiste, je suis pas un tech artiste non plus. Moi, je suis vraiment en dessous dans l'iceberg. Et donc, mon objectif, ça se doit être de vulgariser la technologie, les technologies Nanite Lumen, plutôt que d'expliquer comment bien les paramétrer, rentrer dans le tableau de bord, tous les paramètres, les CIVA, etc. Pour faire une analogie un peu pourrie, on va aller regarder ce qu'il y a sous le capot d'Unreal Engine, on va pas s'intéresser au tableau de bord. L'objectif étant d'essayer de développer une intuition pour vous, ou si demain vous avez un problème en utilisant lui-même, il faut dire ah oui mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche, donc c'est peut-être ce problème-là qu'il va y avoir, est-ce que peut-être un paramètre qui est relié à ça. Le deuxième problème, c'est cette petite phrase des nains sur des épaules de géants. Pick your fighter. C'est une phrase qui est très utilisée dans le monde de la recherche
et qui signifie qu'une découverte scientifique ne naît jamais ad nihilo du cerveau génial d'un scientifique complètement fou dans sa baignoire qui d'un coup crie Eureka parce qu'il vient d'avoir une révélation. La science, c'est quelque chose qui est incrémental. Elle se base sur un état de la connaissance donnée et ensuite elle vient explorer une petite portion inconnue pour rajouter à cette connaissance. Si vous considérez, je sais pas, votre jeu de stratégie préféré, vous avez votre brouillard de guerre où vous connaissez déjà une partie de la région, votre unité, elle se déplace, elle découvre une nouvelle région, c'est quelque chose qui vient se rajouter à votre connaissance. C'est pas quelque chose d'indépendant, complètement à l'opposé de la carte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de pouvoir parler de Nanite et de l'humaine et de ce que ça apporte, il faut que j'explique un peu l'état courant. Parce que si, je sais pas, on dit que Nanite vient résoudre le problème des triangles, si on n'explique pas, pourquoi il y a des triangles dans un moteur de rendu, l'intérêt est nul. Donc, je vais pas non plus aller jusqu'à expliquer ce qu'est un triangle. Voilà, on va pas descendre jusqu'au tout en bas des géants, on va se limiter un peu. Donc, on a un plan en 3 parties. D'abord, on va expliquer comment marche un moteur de rendu. Et ensuite, on va s'intéresser à Nanite et à l'humaine. Alors, j'ai écrit les moteurs de rendu plutôt qu'un moteur de rendu parce qu'il y a plein de techniques de rendu différentes. Il se trouve que lorsqu'on est sur un moteur de rendu à but photoréaliste, et je déteste ce mot, mais peu importe, à but photoréaliste, la plupart de ces moteurs-là sont basés sur ce qu'on appelle l'équation du rendu, qui est ceci. Je pense que c'est limpide, c'est un peu autosuffisant. Cette équation parle d'elle-même. Ça serait faire injure à votre intelligence que d'essayer de l'expliquer. Je propose qu'on passe à la suite. Nanite, on est un peu short sur le timing en plus. Non. Plus sérieusement, voilà, je vous garantis, c'était la seule formule mathématique qu'il va y avoir ce soir. Il y aura un peu de géométrie, mais on va essayer de se limiter au maximum. Il y aura plus de symboles mathématiques, il y aura plus de lettres grecques. On va être bon. Avant de s'intéresser à comment marche un moteur de rendu photoréaliste, vu que le but d'un moteur de photoréalisme, c'est d'imiter la réalité telle qu'elle est perçue par une caméra, on va commencer par s'intéresser à comment marche la lumière dans la réalité. Et là, donc, je vais reprendre Kevin. Si vous voyez pas Kevin, vous pouvez choisir un autre cobaye dans la salle, moi par exemple, ou quelqu'un d'autre comme vous voulez. Là, ici, au plafond, on a des sources de lumière qui viennent éclairer. Et cette source de lumière balance de la lumière dans tous les sens, ça nous bombarde de photons qui vont venir rebondir partout dans la salle. Si vous regardez Kevin, par exemple, à droite, vous pouvez voir que Kevin est bien éclairé. La raison à ça, c'est que si vous voyez Kevin et pas juste un blob informe complètement noir, c'est qu'il y a des rayons lumineux qui rebondissent de la tête de Kevin jusqu'à dans votre œil. Kevin, a priori, n'est pas radioactif, n'est pas allé à Tchernobyl récemment. Kevin n'émet donc pas de lumière. Donc toute la lumière qui vient de Kevin, c'est une lumière qui a rebondi. En haut, on voit qu'il est bien éclairé. Donc c'est vraiment une lumière qui, en éclairage direct, rebondit sur la tête de Kevin et arrive jusqu'à vous. Mais si vous regardez un peu en dessous, à l'ombre, il n'est pas éclairé. Et donc la lumière qui vient de là, c'est une lumière qui a rebondi ailleurs, qui a peut-être rebondi sur le mur juste à côté, qui a rebondi au sol, qui a peut-être rebondi partout, sur chacun de nous, arrivé chez Kevin, et enfin dans votre œil. C'est finalement ce diagramme-là, quoi. La lumière, elle rebondit dans tous les sens. Une chose à prendre en compte également, c'est comment Kevin réagit à la lumière. C'est-à-dire que Kevin n'est pas une seule couleur. Il a un t-shirt, il a sa couleur de peau, et donc il y a plusieurs couleurs qui arrivent. La lumière blanche, alors elle n'est pas vraiment blanche, on va supposer qu'elle est blanche, c'est l'arc-en-ciel entier. C'est toutes les couleurs réunies en une seule. Et alors ici, notre pomme rouge va venir absorber une certaine longueur d'onde, une certaine couleur de la lumière, et ne renvoyer que du rouge. Donc quand on regarde une pomme qui est rouge, la raison, c'est parce que la pomme renvoie du rouge et garde toutes les autres couleurs pour elle. Donc, finalement, la lumière est un moteur de rendu. Il va avoir 4 caractéristiques qui nous intéressent. Le premier, c'est la géométrie, c'est-à-dire la forme physique qu'on va avoir dans cette pièce. Pensez à un static mesh, tout simplement l'emplacement, l'empreinte qu'on a physiquement dans un endroit. La deuxième chose, c'est le chemin de la lumière, donc le fait que la lumière rebondisse dans tous les sens. La troisième chose, c'est la réaction des matériaux. Donc, la réaction des matériaux, c'est le fait que Kevin est fait de plusieurs couleurs, plusieurs matériaux, plusieurs réactions par rapport à la lumière. Et la dernière chose, c'est la projection sur écran. C'est comment on va déterminer qu'un élément dans notre scène 3D par rapport à la caméra, dans le rendu, il va être à gauche ou à droite de l'image, par exemple. Et ces 4 éléments-là vont être vraiment essentiels dans la définition de comment fonctionne un moteur de rendu. Prenons par exemple le path tracing. Le path tracing, c'est la technique de rendu de votre moteur de rendu précalque favori. Dès que vous voulez avoir vraiment un but photoréaliste, une image de la meilleure qualité possible, vous allez passer par du path tracing parce que c'est lui qui va venir émuler le plus fidèlement possible informatiquement la réalité pour vous donner une qualité qui soit idéalement au niveau de la réalité. La géométrie du path tracing, ça va être le triangle. À nouveau, alors le triangle,
Pourquoi le triangle? C'est le plus petit polygone qui a une aire, donc c'est celui avec lequel on va plus facilement pouvoir travailler. D'un point de vue artistique, on va avoir un maximum de contrôle dessus, que ce soit en termes de résolution, de qualité, même si bon, celui-là, il n'a pas une grande qualité. Et également, les cartes graphiques, historiquement, ont vraiment été pensées pour calculer du triangle, pour enchaîner du triangle et enchaîner encore et encore. Donc, du triangle. Au niveau du chemin, avant, la réaction des matériaux, c'est ce qu'on appelle le Physically Based Rendering, ou PBR en cours. Vous pouvez voir à droite les matériaux dans Unreal, si vous les connaissez, qui est également un PBR, comme la plupart des moteurs de rendu à but photoréaliste aujourd'hui. Et à droite, vous avez ici 5 boules qui ont uniquement ces paramètres-là au niveau du rendu, de la réaction du matériau, et proposent quand même une très grande variété dans ce qu'elles proposent en termes de surface. Comment marche le PBR? Alors, le premier élément, c'est que rendu basé sur la physique, oui, mais laquelle? La théorie physique derrière le PBR, c'est celle des microfacettes. C'est le fait que si dans une surface, on zoome très fortement, finalement, cette surface, elle va pas rester plate. Elle va avoir des aspérités parce que, voilà, soit qu'à l'échelle atomique, finalement, ils vont pas pouvoir tous s'aligner, ça va pas être quelque chose de vraiment plat. Et ce qui va nous intéresser, c'est à quel point notre surface, elle est rough, ou elle a beaucoup d'aspérités. Ce qui se passe ici, voilà. Alors, on peut voir dans cette image-là en bas que ce qui nous compte, en fait, dans le rebond de la lumière par rapport à un matériau, c'est la normale. Ici, on a la normale de notre matériel, de nos matériaux, pardon. Et donc là, on a l'angle d'incidence, donc l'arrivée du rayon de lumière sur notre matériau, et il va rebondir de manière symétrique par rapport à la normale. C'est ce qui permet de tricher un peu avec la 3D en mettant une normal map ou une bump map, parce que ça va changer la façon dont la lumière va réagir, et on peut faire croire qu'un plan, finalement, juste en changeant la normale, n'est pas plan, en trompant la lumière. Et donc, deux exemples de roughness différentes. À droite, ici, on a une surface smooth qui est très, très propre. Ce qui veut dire que les rayons de lumière qui arrivent, ils vont tous rebondir quasiment pareil. Ce qui a donné quelque chose qui va être très spéculaire. Alors qu'à l'inverse, si on a quelque chose qui ressemble à rien comme à gauche, les rayons vont rebondir dans tous les sens et ça va donner un résultat qui va être très diffus. Comme on peut le voir ici, ou alors c'est inversé. Mais à gauche, tous les rayons rebondissent quasiment pareil, donc on a quelque chose qui va être très spéculaire, comme un miroir. Alors qu'à droite, ça rebondit dans tous les sens et on se retrouve avec quelque chose qui va être très, très diffus. Ce qui nous explique un peu les deux paramètres ici de roughness et specular. Alors sous de roughness, pour le coup, la specular, Unreal l'a gardé. Vous avez peu de raisons de jouer avec, à part si vous maîtrisez. La base color, donc c'est simplement la lumière que renvoie le matériau si on n'est pas sur un métal. Et alors, petit détail pour la partie métallique. Dans PBR, il se trouve que dans la réalité, un métaux va être très différent par rapport à un matériau classique, parce que la lumière étant aussi non électromagnétique, elle va différemment réagir à un métal. Et donc, quand on prend un matériau classique, la spéculaire a tendance à rebondir directement sans choper la couleur. Et donc, ça va nous donner sur quelque chose de diffus. La lumière, la spéculaire d'un matériau diffus, par exemple, va finalement pas être colorée, va garder la couleur de la lumière. Là où tous ceux qui rentrent à l'intérieur vont rebondir dans tous les sens et eux, choper la couleur du matériau de la pomme et être rouge. À l'inverse, dans un métal, tout ce qui rentre disparaît complètement. Donc, il n'y a plus de diffusion dans un métal. Par contre, ce qui ressort en spéculaire va choper la couleur du métal et va remplacer donc la base color dans ce cas-là. C'est une particularité des métaux. Avec ça, on a déjà la plupart du PBR. Pour finir, on a également l'anisotropie qui vient venir ici déformer un peu les spéculaires, leur donner une direction, qui nécessite pour ça d'avoir les tangentes de renseigner. Et on pourrait également parler de l'ambient occlusion, qui peut se faire à un niveau macroscopique. Par exemple, là, j'ai mon coude qui est un peu fermé parce que je suis en train de parler avec le micro. Et donc, à niveau macroscopique, j'ai avoir peu de lumière qui va réussir à rentrer dans mon coude. Et donc, je vais forcément avoir une ambient occlusion qui va venir un peu masquer la couleur à niveau macroscopique. Mais également à niveau microscopique, si c'est vraiment très rough, il y a de la lumière qui va avoir du mal à rebondir et à choper la lumière. Avec tout ça, avec tous ces paramètres, on vient de voir comment définir quasiment l'intégralité des matériaux existants. Disney, par exemple, se base sur tout ça pour tout le matériau à part les cheveux. Il y a peut-être un peu de close, j'ai un doute. Mais ça nous suffit à définir les matériaux. Donc là, on vient de voir comment définir la réaction des matériaux avec le PBR. La géométrie, on est avec des triangles. Il nous reste pour le path tracing à voir comment la lumière rebondit et réagit. Le path tracing vient émuler la réalité le plus fidèlement possible. Donc, elle fait également rebondir des rayons dans tous les sens. Une petite subtilité, c'est que la lumière a une particularité qui est que lorsqu'elle fait un chemin dans un sens, elle peut faire le même chemin dans l'autre sens. Il n'y a pas de sens unique.
Et donc, on a tendance, dans les moteurs de rendu, à faire partir les rayons de la caméra plutôt que de la lumière. Mais bon, ça change pas grand-chose. L'idée est simplement que lorsqu'on va arriver sur notre matériau ici, on va le faire rebondir encore et encore jusqu'à toucher une lumière idéalement. Et c'est pour ça que le path tracing va être très long parce qu'il va lancer plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de rayons par pixel pour venir accumuler la lumière jusqu'à avoir un rendu qui est bon et c'est possible avec pas trop de bruit. Et au niveau de la projection, simplement, on va pouvoir calculer à partir de la caméra pour un pixel donné un rayon à tirer. Typiquement, si je mets une caméra ici et le plan de l'image là, je vais pouvoir pour chaque pixel lancer mon rayon et calculer mon retour. Pour résumer, donc le path tracing, géométrie, triangle, chemin de la lumière, on balance du rayon. Réaction des matériaux, PBR, projection sur l'écran, c'est aussi un rayon de départ. À côté de ça, on a la rasterisation. Il me semble que même en français, c'est un Z, j'ai un doute. La rasterisation ou raster. Cette technique de rendu est la technique de rendu de votre jeu vidéo favori des 25 dernières années, on va dire. Parce que 99% de ces jeux-là sont en rasterisation. C'est la technique qui permet de faire du temps réel en faisant des compromis. Au niveau de la géométrie, on va regarder les triangles. Ça, d'un point de vue artistique, on fait pas mieux. Et les cartes graphiques ont vraiment été optimisées pour faire du triangle. Les matériaux, on garde le PBR. On est très content aussi avec ça. On n'a pas mieux vraiment comme modèle physique aujourd'hui. La projection sur l'écran, j'ai promis que je parlerai plus de mathématiques. On va faire une 3 sur parole. On a un petit calcul très simple qui permet pour chaque triangle de connaître son empreinte un pixel sur l'image. Donc, quel pixel va recouvrir ce triangle-là. Et il nous reste le chemin de la lumière où on peut pas se permettre de lancer du rayon. Le path tracing balance du rayon dans tous les sens. Ça prend un temps de calcul monstrueux, plusieurs heures, plusieurs jours. Nous, on est en temps réel, on peut pas se permettre de le faire. Donc, il nous reste ce problème de la lumière. Comment est-ce qu'on l'accumule? Comment est-ce qu'on fait un éclairage direct et indirect? Pour l'éclairage direct, on a une solution assez facile parce que lorsqu'on fait du rendu, en réalité, dans une image, on ne vient pas stocker uniquement la couleur du pixel. On vient stocker beaucoup d'informations à côté. La principale et la toute première étant la depth map, la profondeur du pixel, c'est-à-dire pour chaque pixel, à quelle distance est l'objet que le pixel représente de la caméra. Ce qui veut dire que avant de rendre une scène du point de vue de la caméra, on va d'abord la rendre du point de vue de la lumière. On va pas stocker la couleur, ça n'aurait pas trop de sens pour la lumière, on va juste stocker la distance de chaque objet. Et donc, si on considère ce premier rayon ici, qui touche la table, pour savoir s'il est éclairé ou non, on va venir interroger la lumière. On va lui dire, ce rayon-là, cet objet-là en 3D, moi je le vois, et je pense qu'il est à 2 mètres de toi. La lumière va regarder sur quel pixel pour elle est cet objet, et va dire, ok, moi ce pixel-là, il est aussi à 2 mètres, donc je suis d'accord, cet objet-là qu'on voit, c'est le même, et donc ce point-là est éclairé. On va avoir un éclairage direct. Si on fait en dessous ici le point qui est dans l'ombre, on va faire la même chose, on va demander à la lumière, on va lui dire, ce point-là, je pense que pour toi, il est à 5 mètres, et la lumière, en regardant dans son retour réel, va dire non, moi je le vois qu'à 2 mètres. C'est-à-dire que cet objet-là, pour moi, il est obstrué par quelque chose, je ne le vois pas. Et donc ce point-là, il est dans l'ombre. Ça nous fournit l'éclairage direct. Là, on peut voir Shrek qui est éclairé par la gauche ici. Donc toute sa partie gauche ici est vraiment éclairée comme de jour. Mais par contre, tout le reste est complètement noir, complètement dans l'ombre, parce qu'aucune lumière n'arrive ici, en tout cas de manière directe. Ce qu'on aimerait donc, c'est rajouter l'éclairage indirect et redonner à Shrek tout ce qu'il mérite. Cette partie d'éclairage indirect en temps réel, c'est ce qu'on appelle la Global Illumination. Peut-être non, c'est bon. Ce qu'on appelle donc la Global Illumination. Alors, il y a 2 types, on va dire, d'éclairage indirect. Il y a le hack dégueulasse qui s'appelle un hack. Et il y a le hack qui marche pas mal et qu'on appelle Global Illumination. Et pour parler de ça, on rentrera dans le détail en parlant de Lumen un peu plus tard. Donc, pour résumer, la rasterisation, on garde des triangles, ok, mais combien? Comme vous avez compris, vu qu'on doit rendre chaque triangle 1 à 1, si on a 10 fois plus de triangles, on risque d'avoir 10 fois plus de calculs à faire. On est en temps réel, on peut pas se permettre de passer 10 fois plus de temps. Les matériaux PBR, on est content. Projection, on est content. Et le chemin de la lumière, là, à nouveau, on a un éclairage direct, ça passe. L'éclairage indirect, on va en reparler. Comme vous pouvez voir sur les 4 sujets, il y en a 2, il n'y a aucun souci. Il y en a un, vous en doutez, c'est la Night, et l'autre, vous en doutez, c'est Lumen, c'est la force de Unreal Engine 5. J'ai faire juste une petite pause avant de passer à Nanite en parlant de la différence entre GPU et CPU. À la base, j'avais toute une partie réservée à ça et finalement, il y a eu des coupes budgétaires qui ont été faites pour pas prendre trop de votre temps. Donc, j'ai juste réduit ça à une slide. Ce que je veux expliquer là-dessus, c'est qu'un CPU, pour faire simple, c'est aujourd'hui une dizaine d'intellectuels. Une dizaine, je sais pas, de personnes en thèse de mathématiques qui sont donc très compétents, mais ils sont peu nombreux. C'est eux qui ont le contrôle d'un ordinateur. Au début, quand on s'est dit on va rendre une image,
et qu'on a vu le nombre de pixels qu'il fallait calculer et mettre à jour par seconde, on s'est rendu compte que demander à des intellectuels de faire du coloriage, c'était pas pertinent. Ça marchait pas. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le CPU, plutôt que de lui-même colorier, il va juste imprimer les feuilles de dessin, aller dans une classe de maternelle, découper la feuille de dessin en 10 petites parties, donner une partie à chaque enfant et lui demander de colorier. C'est la naissance du GPU, où on s'est dit que la force du nombre est importante dans le rendu. Et maintenant, si vous allez sur le site d'NVIDIA, vous constaterez qu'il ne parle plus du tout de GPU, mais il parle de GPGPU. C'est pas une typo. Le GPU ici veut dire Graphics Processing Unit, donc processeur pour faire du graphisme. Et le GP qui s'est rajouté devant veut dire que c'est General Purpose, donc c'est pour faire du calcul arbitraire, calculer tout ce qu'on veut. C'est une nouveauté qui date de la fin des années 2000 et qui a permis notamment tous les sorts de l'IA maintenant, qui sont en fait des techniques qu'on connaissait déjà il y a 40 ans, 50 ans, mais qui ont été rendues possibles par le fait qu'au lieu de demander à un intellectuel, on demande à une classe de maternelle et que ça marche beaucoup mieux. Le fait qu'on soit en GP, GPU et plus en GPU, c'est quelque chose qui va nous intéresser après, notamment pour Nanite. Et du coup, commençons à parler de Nanite. Nanite, j'imagine que je le présente plus au cas où. L'idée de Nanite, la philosophie fondamentale derrière Nanite, c'est que avoir un rendu d'une scène dont la complexité soit en 3D et donc en nombre de triangles, ça ne fait aucun sens. Parce que à la fin, tout ce qui nous intéresse, nous, vu qu'on n'est pas en 3D à se balader dedans, c'est une image et donc c'est de la 2D. Le rêve de Nanite, le rêve ultime d'Epic Games à Nanite, c'est de n'avoir à rendre qu'un seul triangle par pixel. Et que même si on a 1 milliard de triangles dans la scène, si à la fin on n'a que 10 millions de pixels, on a à rendre que 10 millions de triangles parce que en faire plus, ça n'a aucun sens. Rendre 100 triangles pour qu'il y en ait un seul qui soit visible à la fin, c'est-à-dire qu'on a perdu le travail de 99 autres. C'est l'exemple ici, on a des gros blobs qui sont là, et ces blobs qu'on s'intéresse ici, ils sont beaucoup plus petits, ce qui n'est pas vraiment pertinent. Ça ne rapporte pas de détails de les dessiner complètement et d'en faire autant. La technique pour faire ça, donc, c'est de générer automatiquement des LOD pour les mèches et d'être capable en temps réel de sélectionner le LOD pertinent. Alors, un LOD, c'est un level of detail, et donc c'est l'idée de diminuer la qualité d'un mesh, parce que si on le rend et qu'il est au loin, on n'a pas besoin d'avoir de la qualité parce qu'il sera beaucoup plus petit. C'est quelque chose que historiquement les artistes devaient faire à la main, et faire ça à la main, c'est très pénible. Je vois quelqu'un qui soupire. C'est extrêmement pénible, et surtout c'est quelque chose qui rend possible l'erreur humaine. L'erreur humaine, tant qu'on peut s'en débarrasser, on s'en débarrasse. Et en plus, ça nous fait gagner du temps, on est très content. Donc il y a deux aspects à prendre en compte au niveau de Nanite. La première, donc, c'est la génération de ces LOD, et la deuxième, c'est la sélection en temps réel de ces LOD. Pour la génération, la première étape, c'est de faire des clusters, c'est-à-dire réunir les triangles en petits groupes locaux de 128 triangles idéalement, un peu moins sinon, ce qui ressemble à ça. Donc là, chaque blob de couleur correspond à une union de 128 triangles idéalement. Rien que cette étape-là, même sans aller au-delà de faire des LOD, là on a vraiment la full résolution au niveau des triangles, c'est déjà une vraie optimisation pour un moteur de rendu grâce au culling. Le culling dans un moteur de rendu, c'est le fait de détecter avant de travailler sur un triangle qu'on n'a pas besoin de travailler dessus parce que de toute façon, il ne sera pas visible pour la caméra. Donc ça serait du travail perdu qu'on va se débarrasser. Donc ici au centre, j'ai ma caméra, le triangle violet, qui regarde à droite avec ce frustum ici vert. Tous les objets qui sont en rouge ici, qui sont derrière la caméra, ils ne sont pas visibles, on n'a pas besoin de les rendre, on peut le détecter avant, tout va bien. Mais on a aussi des objets qui sont en jaune ici, qui sont dans le point de vue de la caméra, mais qui sont obstrués par un objet bleu devant qui les cache complètement et qui fait que finalement on n'a pas besoin de les rendre. Si on se met maintenant du point de vue de la caméra, on peut avoir une image qui ressemble à ça, avec donc 3 gros mèches au premier plan, et ici on a un petit mèche qui dépasse. Là c'est un plan, donc tout va bien. Et si c'était notre lapin d'avant avec 1 million de triangles et qu'il n'y a que les 2 oreilles qui dépassent, ça voudrait dire qu'on devrait rendre le lapin en entier et le million de triangles pour en garder seulement que peut-être 1000 ou 10 000 visibles à la fin. Ce serait une perte de calcul énorme. L'avantage de travailler avec des clusters, c'est que plutôt que de faire ce test d'occlusion directement au niveau du mesh en entier et de l'intégralité de ces triangles, on peut le faire uniquement au niveau de ces clusters et donc au niveau de 128 triangles. Et donc dans ce cas-là, avec l'exemple du lapin, on aurait à rendre que la dizaine de clusters qui sont ici au niveau de l'oreille et pas tout le reste du corps qui ne nous intéresse pas du tout. Donc ça, c'est déjà une vraie optimisation. Et à partir de ces clusters, ce qu'on va chercher à faire,
c'est justement créer ces LOD successifs jusqu'à arriver à un seul cluster, idéalement de 128 triangles. C'est fait avec cette étape-là. Au début, on va prendre 4 clusters qui sont proches les uns des autres. Si je reviens que j'y arrive, on va par exemple prendre les 3 ici et je sais pas, rajouter celui-là par exemple pour avoir les 4 clusters ici à considérer. On va venir ensuite les fusionner en un seul grand groupe de triangles qu'on va simplifier. Donc ça, c'est un decimate. On va venir diviser le nombre de triangles par 2. Donc en haut, on considère environ 500 triangles et là, on n'a plus que 250. Et une fois qu'on a décimé ici, on va venir recouper pour recréer 2 clusters. Ce qui nous permet de passer de 4 clusters de 128 triangles, donc 500 triangles, à uniquement 2 de 250 triangles au total. On pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on passe de 4 à 2 et pas seulement de 2 à 1, ce qui serait plus facile. La raison, c'est cette frontière-là ici, qui est très importante parce que si on regarde en bas à droite là, vous pouvez voir qu'on a plein de petits triangles. Alors là, c'est un quad, je sais pas pourquoi. On a plein ici de petits triangles parce que cette frontière-là, c'est la frontière qu'on avait déjà auparavant. Alors je tremblote beaucoup parce que j'ai un angle très compliqué. Et donc si on avait juste pris ces 2 clusters ici, on aurait été obligé de garder toute la frontière qui existait déjà là. Et donc on n'aurait pas pu réduire finalement la taille de ces triangles au niveau de la frontière. On aurait une accumulation de petits triangles alors qu'on essaye pour autant de grossir les triangles en décimant au maximum. Alors que le fait de passer de 4 par 2, on garde forcément une partie ici de la frontière, on n'a pas le choix, mais on en crée une nouvelle. Et on a un bon espoir que à l'étape d'après, quand on va redécimer, cette frontière-là, elle va rester et ça sera cette frontière-là dont on va se débarrasser. Et donc finalement, on va se débarrasser de la moitié de notre frontière de petits triangles à chaque étape pour progressivement augmenter la taille des triangles. Le fait de faire cette étape successive, ça nous donne cet arbre ici, où en bas, on a le LOD0, donc c'est le mesh de résolution maximum, avec peut-être, je sais pas, 1 million de triangles. Après une étape, on va l'avoir divisé le nombre de triangles par 2, on va passer à seulement 500 000 triangles, et on va répéter cette étape encore et encore, jusqu'à pouvoir, soit idéalement avoir juste un seul bloc en haut de 128 triangles, ou peut-être si c'est un mesh disjoint, en avoir plusieurs qui vont coexister, ou si le Nanite n'arrive pas à simplifier, peut-être qu'on va en avoir plusieurs encore qui vont rester. Une terminologie ici que je vais utiliser un peu après, c'est que quand je parle de ce cluster-là, par exemple, le parent de ce cluster-là, c'est celui qui est au-dessus, qui est relié. Et donc, ce cluster-là représente une partie du mesh, un ensemble de triangles, et ce LOD-là représente les mêmes triangles. Alors, ils sont plus grands, mais représentent la même zone de notre mesh, avec juste une qualité inférieure. Dans la dernière étape, si vous avez un mesh qui est vraiment tout petit ou qui est très lointain, Nanite va essayer de passer par des imposteurs, c'est-à-dire juste une image, un quad, avec un rendu qui est précalculé, préenregistré, pour l'afficher ici quand vraiment l'objet est pas très loin, qu'on n'a pas besoin de calculer 128 triangles à nouveau pour rien, parce qu'on peut en faire qu'un seul avec un décal, ou que 2, on est content. Petite précision, ici on a l'impression qu'on a énormément de triangles, et c'est vrai que Nanite a énormément de triangles, Nanite a 2 fois plus de triangles de manière générale par rapport à la résolution de base. Ceci dit, c'est pas forcément très grave, parce qu'on va en dessiner beaucoup moins, c'est l'intérêt d'un Nanite, sinon ça n'existerait pas. Et même en termes de stockage, ça permet d'avoir des algorithmes de compression très poussés, et finalement, même si on a 2 fois plus de triangles, en moyenne, on est entre 5 et 10 fois plus léger en place sur le disque et même en termes de transfert de mémoire derrière. Donc, c'est pas très grave d'avoir plus de triangles. Et il nous reste donc en temps réel, à chaque frame, déterminer quels sont les clusters qu'on doit rendre. Pour ça, on va venir poser une question à chaque cluster en même temps et on va lui dire quelle est ton erreur. Alors, c'est pas un humain, c'est pas très grave. L'erreur dans ce cas-là, c'est on va regarder pour chaque cluster l'empreinte en pixels, donc le nombre de pixels qui recouvre dans notre image finale, et on va venir comparer ces pixels-là avec les pixels que recouvreraient ceux de résolution maximum. Si ce sont les mêmes pixels ou quasiment, si on a vraiment une différence de moins d'un pixel, ça veut dire que l'erreur n'est pas perceptible sur le rendu sur l'image. On va être dans ce cas une erreur ce pixel, c'est de l'aliasing. On a des algorithmes d'anti-aliasing qui vont s'appliquer après. Donc, on s'en débarrasse. C'est une erreur dont on peut s'accommoder si le gain en performance est conséquent. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite le dessiner si son erreur est inférieure à un pixel. Parce que dans ce cas-là, on dessinerait le LOD0 qui, lui, n'a pas d'erreur par définition parce que c'est l'original. Donc, pour ça, on va venir demander à son parent, à lui aussi, quelle est son erreur. Si le parent a aussi une erreur en dessous d'un pixel, si on peut aussi le dessiner, on n'a aucun intérêt à dessiner avec une meilleure résolution, quelque chose qu'on peut dessiner avec la même résultat, la même qualité pour moins cher. Donc dans ce cas-là, on va pas le dessiner. Si à l'inverse, les gros triangles au-dessus créent une vraie erreur qui est perceptible, on va dire ok, non, toi, j'ai pas le droit de te dessiner. Et dans ce cas-là, on va venir dessiner
ce cluster-là qu'on a sélectionné. Ça nous permet d'être sûr que dans un arbre, ici, on a un cut qui va être fait, parce que lui, on va le dessiner, et on va donc même pas considérer ceux du dessous, parce que ceux du dessous, on va pouvoir déterminer qu'en fait, il n'y a pas besoin de les dessiner, parce qu'ils ont déjà été dessinés avant pour moins cher. C'est toute la technique de sélection de Nanite au niveau du rendu. Ça donne ça. Je sais pas si Miracle, non, pas du tout. Je sais pas ce que j'essaie de faire. Ça donne visuellement ça. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Comment est-ce que je mets play? C'est une catastrophe. Est-ce que t'as une... Non, j'ai fait alors, je vais faire la souris comme ça, en fait, je suis un peu bête. Voilà. Ça nous donne visuellement ceci. Donc là, on a deux clusters ici, chacun de leur couleur, et plus on va zoomer, plus les clusters vont être petits. Mais en réalité, si on considère uniquement la taille de l'image, ce qui est très compliqué, parce qu'on voit la 3D et l'œil humain a du mal à le faire. Mais en fait, ces clusters-là représentent la même empreinte en termes de pixels à notre image. Simplement, on va sélectionner en temps réel des pixels un peu plus petits de meilleure qualité parce qu'on se rapproche de l'objet. Ça, c'est la version connue de Nanite, de comment fonctionne Nanite, génération, sélection de LOD. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le but ultime de Nanite, donc, c'est de dessiner un triangle par pixel. Et les cartes graphiques n'ont pas été pensées pour dessiner un triangle par pixel. Les cartes graphiques détestent ça. Ce qu'elles veulent, c'est dessiner des gros triangles. Pourquoi? Alors, du coup, maintenant, ça ne marche plus. C'est génial. Si je reviens là, peut-être. Ouais. Alors, quand on dessine un triangle dans une image, dans une carte graphique standard, là, tous les carrés bleus sont chacun des petits pixels. Et on a notre triangle. Et les carrés verts sont les pixels qui sont dans l'empreinte de notre triangle. Donc, c'est ceux qu'on veut dessiner. En réalité, la carte graphique, elle va pas dessiner les pixels un à un. Elle va toujours travailler sur des groupes de 2 par 2 pixels. Et donc, si on regarde en haut à droite, ici, ces 4 pixels, la carte graphique va calculer le lighting, ou en tout cas ce qu'elle doit calculer sur ces 4 pixels, pour en fait, à la fin, en garder que 1. Vous voyez où je veux en venir? Si on veut dessiner un triangle de 1 pixel, parce que c'est un light et qu'on est content, on fait 4 fois le calcul pour le garder qu'une seule fois, donc on est 4 fois plus lent pour aucune raison. Un GPU, comme je disais, maintenant on parle de GPU, et donc le GPU, c'est celui qui fait la rasterisation, pourquoi il va dans ce sens-là, qui fait la rasterisation 2 par 2, et donc l'idée d'Epic Games, ça a été de réimplémenter le GPU avec le GP du GPU. C'est complexe. L'idée, c'est d'utiliser la carte graphique comme un processeur capable de faire calculer n'importe quoi, pour calculer ce qu'elle savait calculer à la base, parce qu'on peut mieux le faire, et le faire de manière plus pertinente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve, on se retrouve à avoir une vraie séparation dans le process des meshs dans Unreal entre ceux qui sont non Nanite et qui passent par la rasterisation classique, donc la partie GPU standard, et ceux qui sont non Nanite et que donc pour optimiser, ils sont obligés de passer par un rasterizer donc software qui est celui du GPU, le premier. Cette séparation, l'idée d'avoir recodé à la main le rasterizer sur la carte graphique, c'est que déjà ça fait un gain x3 en performance, ce qui est énorme pour du temps réel et même pour du non temps réel. Ça leur a donné aussi beaucoup plus de contrôle et de liberté parce que vu qu'ils l'ont recodé à la main, ils sont pas obligés de se baser sur ce qu'a fait Nvidia et les autres constructeurs de cartes graphiques. Et également, ça leur a permis un peu de se débarrasser de 20 ans, 30 ans de dette technique en repartant de zéro et en reconsidérant un peu tout. Comment est-ce qu'on pourrait faire de manière plus intelligente? Ce qui fait que le pipeline de rendu Nanite est un peu considéré comme le futur du rendu, en tout cas le futur vers lequel veut tendre Unreal, mais le futur, c'est pas encore le présent. C'est-à-dire que Unreal essaye de rendre tout Nanite ou tout compatible Nanite. Quand Unreal vous parle d'une nouvelle technologie qui est compatible Nanite et que c'est pas des triangles, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le Nanite des triangles, c'est le Nanite du pipeline de rendu triangle. C'est la subtilité. Et c'est un objectif de tout rendre compatible Nanite pour, a priori, j'imagine, à terme, complètement supprimer cette partie-là et tout faire en Nanite avec leur nouveau pipeline de rendu. Ça arrivera peut-être avec Unreal Engine 6, on verra. Peut-être avec le 7, qui sait. Mais en tout cas, ça arrivera pas avec le 5 parce que ça va être des gros changements a priori. Mais petit à petit, ils vont tendre à ça. Le problème que ça crée, c'est qu'aujourd'hui, on a deux choses séparées qui communiquent pas trop. Alors, Nanite, à la fin, revient vers Nanite pour être compatible, mais il y a quand même une vraie séparation. Et que certaines technologies se retrouvent à être compatibles soit avec l'un, soit avec l'autre, soit avec les deux, mais bien avec aucun. Un exemple, les Virtual Shadow Maps. Les Virtual Shadow Maps, c'est quelque chose qui a été programmé en même temps que Nanite
pour marcher avec Nanite, parce que sinon les shadow maps classiques marchaient pas très bien avec ces mèches là. Et donc ça a été vraiment pensé pour marcher avec le problème de rendu Nanite. Virtual Shadow Maps, c'est très cool en théorie, parce que ça va permettre d'avoir une meilleure résolution, une meilleure bande passante, une meilleure qualité au niveau des ombres. Donc on est très content en termes de rendu d'avoir Virtual Shadow Map. Mais si on veut faire un mesh qui est non Nanite, un Virtual Shadow Map, ça coûte très cher. À l'inverse, si on est sur les Shadow Maps classiques de Unreal en cascade et qu'on a un mesh Nanite, c'est lui qui va avoir beaucoup de mal à être rendu sur les Shadow Maps classiques. Donc quand vous avez une scène avec beaucoup de mesh Nanite et beaucoup de mesh non Nanite, en réalité, ce que fait le moteur, c'est qu'il vous dit lance une pièce, pile on perd, face nous perdons. C'est pas dingue. Ces problèmes-là vont tendre à disparaître quand le tout Nanite va devenir au fur et à mesure compatible, mais pour l'instant, on en a encore à provoquer ces problèmes où il n'y a pas de bonne solution, parce qu'on a en fait une technologie qui a 15 ans et une technologie qui est nouvelle, qui un peu se battent entre elles pour avoir la solution. Pour résumer Nanite, donc génération et sélection de LOD en temps réel, ce qui permet pour une scène comme ça, qui aurait plus d'un milliard de triangles en temps normal, de n'en rendre que entre guillemets 25 millions, avec 200 000 clusters qui sont sélectionnés. En détail, j'ai oublié de parler, c'est au niveau de l'occlusion, c'est fait en 2 passes. En fait, d'abord, lorsqu'on rend un mesh Nanite, Unreal va venir rendre tous les meshs qui étaient visibles à la frame d'avant, parce qu'en se pendant que la caméra n'a pas trop bougé, ils vont encore être visibles. Et c'est à partir de ces meshs-là qui ont déjà été rendus qu'ils vont pouvoir tester les autres pour dire, OK, est-ce que toi, maintenant, tu es visible dans la frame ou pas? C'est pour ça que c'est fait en 2 passes. La main pass qui rend d'abord tous les objets qui étaient visibles avant, et la deuxième passe qui rend les nouveaux objets qui n'étaient pas encore visibles et qui est en fait beaucoup plus légère. Maintenant, Lumen. Le Golgoth, Cthulhu, Lumen. Bon, après, si vous avez déjà utilisé Unreal 4, vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase, même si vous en Unreal 5, parfois vous pouvez la voir. Ce qui permettait d'être sûr qu'en fait, quand vous bossez, personne dans la prod n'a les lumières à jour. Bon, c'est génial, personne ne sait ce qui se passe. Mais bon. Ça, c'est une scène qui n'est pas rendue dans Unreal pour le coup, qui est rendue avec un pass tracer dans un autre moteur. Pourquoi je montre cette scène qui n'a rien à voir avec Lumen? Parce qu'en plus, c'est fait qu'il reste tir pour le coup. C'est parce que si on affiche uniquement la couleur, c'est le résultat, la lumière, pardon, c'est le résultat qu'on a. Ce que je veux dire avec cette image-là, c'est que finalement, toute notre perception de la 3D, alors à part la stéréoscopie avec les 2 yeux, mais toute notre perception de la forme des objets provient quasi uniquement de la lumière et de comment l'objet, avec sa normale, réagit à la lumière. Là, on n'a aucune information au niveau de texturing, on n'a quasiment rien. On a juste les normal maps, là, ici, qu'on peut voir au niveau des planches en bois. Mais cette information-là est vraiment suffisante pour tout comprendre de la scène. La lumière, c'est vraiment ce qui nous permet de comprendre la 3D. Ça, c'est une scène d'intérieur. Donc, comme vous pouvez le constater, l'éclairage provient uniquement de l'extérieur avec cette fenêtre. Donc, si j'affiche l'éclairage direct, j'ai ça et on voit plus rien. Donc, dans cette scène qu'on a rendue, en réalité, c'est l'éclairage indirect qui nous donne toute l'information dont on est nécessaire. L'éclairage indirect, c'est nécessaire si on veut tout comprendre, être le plus photoréaliste possible. Alors, on pourrait tricher, avoir un truc un peu pourri, mais si on veut vraiment avoir un bel éclairage direct, une global illumination, et avoir un rendu photoréaliste, il faut passer par là. Mais le path tracing qui s'en sort et qui a permis de rendre ces images-là, comme j'ai dit, là, c'est 2000 rayons par pixel de mémoire. C'est beaucoup, c'est plusieurs heures de calcul. En temps réel, on a le droit non pas à 2000 rayons par pixel, mais aller à 1,5 maximum. Lumen, c'est un demi-rayon par pixel, c'est vraiment très petit. Donc, il faut faire des compromis partout, dans tous les sens, dans le moteur de rendu. Alors, pour rappel, donc, rendu, il est défini par la géométrie, chemin de la lumière, matériaux, projection sur écran. On va aller voir comment Lumen fait des compromis sur tout pour se débarrasser au maximum de tout ça et limiter le temps de calcul. Pour la géométrie et les rendus, Lumen passe par ce qu'ils appellent des cards. C'est essayer de simplifier un mesh en juste un ensemble de plans à une grosse poignée de main. De mémoire, par défaut, c'est 6, au maximum, c'est 12, si je dis pas de bêtises, à moins que ça a changé récemment. En tout cas, c'est très peu. Et donc, l'idée, c'est de simplifier vraiment un mesh qui peut être un peu complexe en juste une dizaine de plans. Là, par exemple, on peut voir que l'arrondi ici a complètement disparu pour être juste une surface là plane. Et rien qu'avec cette première slide sur Lumen, on touche déjà à 95% des problèmes que vous allez avoir en tant qu'artiste à utiliser Lumen, qui est que si vous avez un mesh avec un intérieur, eh ben, ça marche pas. Parce qu'il est impossible de résumer ce mesh-là en juste une dizaine de plans. Ça ne marche pas. Le backup qu'a Lumen par rapport à ces meshs, c'est de passer par une cube map inversée où en fait on va venir filmer le mesh de la droite, de la gauche, d'en dessous, du dessus et de devant et de derrière pour avoir une cube map à la fin qui vient juste nous donner de l'extérieur à quoi ressemble le mesh. Ce que ça signifie, c'est que
tous ces petits détails ici, on les perd complètement. Ce qui est affiché en rose ici, ce sont des choses qui n'existent pas pour Lumen, que Lumen n'est pas capable de considérer parce que dans la cube map qu'il a dû faire, ils étaient obstrués par d'autres éléments devant. Et donc, si vous espérez avoir une réflexion ici, ça sera impossible parce que ça n'existe pas dans la scène de rendu de Lumen. Par exemple, alors je vais pas pouvoir mettre pause, regardez la partie ici, comment l'éclairage change en fonction de l'angle de la caméra. La partie en haut. Ce qui se passe, c'est que le mur ici, c'est le mur que j'ai présenté avant, donc il n'est pas compatible Lumen. Et donc ce mur n'existe pas dans la scène Lumen. Lorsqu'on est ici, qu'il est visible à l'écran, Lumen arrive à rattraper le coup parce qu'il le voit, donc là il existe à peu près à nouveau. Et donc il peut faire un rebond indirect avec cette surface-là parce qu'elle la voit. À l'inverse, quand on était focus ici, qu'on ne la voyait pas, ça n'existe plus et donc on perd complètement l'éclairage indirect qui venait de là. Donc ce genre de problème où quand vous zoomez, vous n'avez pas le même éclairage, souvent ça vient de là, très souvent. Toutes ces cartes sont sommées entre elles pour donner le surface cache, qui est une énorme texture dans lequel ils vont venir stocker les informations pour chaque plan qui a été calculé pour chaque mèche et rajouter dessus l'éclairage direct au calcul et qu'on va utiliser ensuite pour l'éclairage indirect. On peut visualiser les cartes dans Unreal de mémoire. Pour l'instant, c'est encore uniquement avec une command line, avant que ça ait changé, mais je ne crois pas. Mais c'est pas plus intéressant parce que Lumen propose une autre scène de rendu pour tester et voir comment elle fonctionne. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point ça nous donne ici des plans qui vont être très bloqués par rapport à ce mesh-là qui a pu calculer. Cet exemple-là, c'est une rasterisation classique, c'est l'éditeur en mode lit sans se poser de questions. Si je la passe avec la Lumen Scene qui est accessible dans les paramètres ici, dans le show de mémoire, j'ai un doute, on peut voir que cette scène-là, c'est la scène que Lumen calcule pour avoir l'éclairage indirect. Donc tout l'éclairage qu'on a ici, à part l'éclairage direct, tout l'éclairage indirect provient uniquement de cette scène-là. Ce qui veut dire que si dans cette scène, vous avez un endroit où vous n'avez pas du tout ce que vous imaginez avoir en termes d'éclairage, il est intéressant d'aller dans la scène Lumen et de voir ce qui se passe. Si vous voyez quelque chose en rose ou en jaune fluo, c'est qu'il y a un gros problème, c'est que Lumen n'a pas réussi à la traiter. Si vous voyez quelque chose en noir, ça correspond pas à votre éclairage, il faut s'intéresser également. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous pouvez voir que c'est pas des cartes qui affichent Lumen. Ce sont pas uniquement des plans. On peut voir, alors ça va peut-être pas très bien de loin, mais la voiture ici, elle est un peu arrondie. Elle est un peu plus intéressante en termes de géométrie que juste un ensemble de blocs, parce que si on devait faire un éclairage indirect avec juste des blocs, ça donnerait un résultat très bloqué à nouveau. Et donc, on essaie d'avoir quand même un truc un peu plus soft. Et pour ça, on passe par les Sign Distance Fields, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Mesh Distance Field dans Unreal. Ils aiment bien changer les noms. Allez savoir pourquoi. Un Sign Distance Field, c'est un champ de distance signé en français. Alors parfois, j'ai juste parlé de SDF à la place, parce que c'est un peu plus rapide, sinon c'est un peu long à dire. L'idée de ce champ de distance, du SDF, c'est que plutôt que de stocker un objet avec tous ces triangles, avec plusieurs millions de triangles éventuellement, on va uniquement stocker une fonction de distance de ce mesh-là. Ça s'appelle une représentation implicite de l'objet. On va pas avoir l'objet qui existe, on va juste avoir une fonction qui va nous dire, hey, à qui on va pouvoir poser la question, à quelle distance je suis de l'objet que tu représentes. Alors, un exemple, c'est que ça permet de faire du ray marching plutôt que du ray tracing. Le ray tracing, si on voulait rendre ce nuage ici, en ray tracing classique, on considérait tous les triangles de cet objet-là et on viendrait calculer l'intersection entre notre rayon et tous ces triangles et ça coûterait très cher. Parce que même si on peut vraiment l'optimiser et considérer que quelques triangles, c'est toujours de l'intersection à faire. C'est long, c'est cher. Et ça prend de la place en mémoire parce qu'il faut charger les triangles. Là, en ray marching, les triangles n'existent plus. L'objet n'existe plus techniquement. On a uniquement une fonction qui va nous dire à quelle distance je suis. Et donc, si on considère ce rayon ici qui va dans cette direction, qui part de notre œil, on va commencer d'ici et demander à notre fonction à quelle distance je suis du nuage. Elle va nous donner une valeur qui est représentée par ce cercle ici, qui nous informe que, quoi qu'il arrive, peu importe où on se déplace dans ce cercle, on n'a aucune chance de toucher le nuage parce qu'il est plus loin. La fonction nous dit qu'il est plus loin que ça. Donc, on peut s'avancer le long du rayon jusqu'à l'intersection avec le cercle et arriver ici. Arrivé là, on va reposer la même question à la fonction de distance en disant « Ok, maintenant que je suis là, à quelle distance je suis de l'objet ?» Elle va nous renvoyer une deuxième valeur qui va nous donner un deuxième cercle. Et on va pouvoir continuer ce procédé comme ceci, où soit on va finir par toucher l'objet, c'est-à-dire qu'à un moment, la fonction va nous dire « Ok, t'es à 0, t'es à la surface, tu m'as eu. » Ou alors, juste on va overshoot et partir au loin. Si on visualise, ça donne ça.
Ce qui est intéressant avec le remarching, c'est que plutôt que de devoir calculer l'intersection avec les triangles, on a uniquement besoin d'appeler une dizaine de fois la fonction de distance, qui est uniquement un appel à une texture dans laquelle on a stocké la fonction de distance. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins cher. L'inconvénient, c'est que forcément, la qualité est moins bonne, parce que si on passe de 1 million de pixels à une texture en 2K, on a perdu plein d'informations dans notre stockage. Et donc là, à gauche, à nouveau, vous avez la rasterisation classique. Et à droite, vous avez la scène lumen, qui donc affiche pour la géométrie, la 3D, les champs de distance, les fonctions de distance. Et pour les couleurs, plaque, les surfaces caches, les cartes qu'on a calculées avant. C'est-à-dire qu'ici, pour le bus, on a en réalité un plan ici, une surface qui est donc notre card. On a notre géométrie qui est un peu plus subtile et on va venir placarder un peu comme un décal, pour faire très simple. Notre information en termes de colo avec le surface cache sur notre mesh. Lumen, à nouveau, compromis concession, on veut optimiser pour que ce soit le plus rapide possible. Lorsqu'un rayon part au loin, on va plus considérer une fonction de distance pour chaque mesh. On va uniquement avoir une fonction de distance pour l'intégralité de la scène d'un coup. Parce que vu que l'éclairage indirect est quand même quelque chose de plutôt diffus, on n'a pas besoin de beaucoup de précision. Lorsqu'on est au loin, on n'a pas besoin de faire chaque mesh un à un. On peut se contenter de demander à la scène directement où est-ce qu'on est. On a une qualité qui est du coup déplorable, mais si cette partie-là est en réalité à 100 mètres, bah, c'est pas grave. Ça se verra pas. Ce qui nous donne ce pipeline pour le ray tracing software dans Lumen. Alors, la première étape, c'est le screen space. Donc, je vais venir dessus juste après. Et ensuite, on va faire donc le mesh distance field. On va demander à chaque mesh à quelle distance on est, puis on va passer sur le global et enfin sur la skylight. Alors, parlons un peu de screen space. Je l'ai expliqué un peu plus tôt. Lorsque l'on calcule une image et ses pixels, on ne stocke pas uniquement la couleur du pixel, on stocke également la profondeur de l'objet, on stocke également la normale, etc. Ce qui veut dire que, ça nous donne ici quelque chose, voilà, en rouge, on est très proche de la caméra, et plus on s'éloigne, plus on va venir pouvoir stocker cette distance et voir qu'on est plus loin. Ce qui veut dire que si je souhaite rendre cette scène du point de vue de la caméra sur la sphère, j'ai un rebond que je fais rebondir devant, rien qu'avec notre texture de profondeur qu'on a stocké avant avec le rendu de la caméra, on peut tout de suite savoir que ce rayon, finalement, il part vers l'avant, et on sait, grâce à la caméra, le rendu qu'on a fait, qu'il n'y a rien devant. Et donc, on n'a pas besoin de passer en 3D pour faire notre calcul. On peut rester en 2D et poser la question à la caméra directement de si ce rayon touche. Dans ce cas-là, on est content. On a un calcul qui est en 2D au lieu d'être en 3D. C'est plus optique. Le problème, c'est que si notre rayon est rebondi à droite, il rebondit sur le cube derrière. Alors, ce cube ici, on voit bien qu'il rebondit sur une surface qui n'est pas visible par la caméra. Donc, c'est une surface qui n'existe pas pour la caméra. Et dans ce cas-là, on est obligé de passer par le mesh distance field pour demander cette fois-ci en 3D où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe. Et si cet objet partait au loin, on irait demander à la fonction de distance de la scène de manière générale où est-ce qu'on en est, parce qu'à nouveau, on a moins besoin de précision. Donc, je reviens sur cet exemple. Au début, on est en screen space. Donc, on peut voir ici, au niveau du fauteuil, que les rebonds là, qui vont en fait rester coincés à cause de l'occlusion au centre, ils vont rester en screen space. Ça va nous suffire comme qualité, enfin, comme précision au niveau de la caméra. Si on est en dessous du fauteuil, en fait, les rayons vont rebondir sous le fauteuil. La caméra ne connaît pas ce qu'il y a sous le fauteuil, elle voit que ce qu'il y a dessus. Auquel cas, on va passer sur la fonction de distance du mesh. Et si on regarde, par exemple, ici, le bleu qu'on a là, qui en fait a un angle d'incidence qui fait que les rayons partent au plafond, ils vont partir loin, ils vont partir trop loin pour le champ de distance avec chaque objet. Et donc, on va juste interroger le champ de distance de la scène de manière générale. C'est pour ça qu'on a un peu ce dégradé sympa. Là, vous noterez que c'est le software ray tracing pipeline. Parce que, comme Nanite, qui a donc un pipe hardware, donc optimisé sur la carte graphique, et un pipe software qui a été reprogrammé à la main pour être plus performant, Lumen a la même chose, avec un pipeline software, donc c'est-à-dire que c'est que du code, et un pipeline hardware, où là, ça va être le fait d'utiliser les cartes graphiques RTX, Nvidia, et cette compatible aussi AMD, qui ont de l'optimisation pour tout ce qui va être ray tracing. Et à l'inverse de Nanite, là, le hardware va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus précis, parce que pour le coup, les structures ray tracing sont un peu plus modernes et plus efficaces. Si vous faites de l'animation et pas de jeux vidéo, vous faites sur des jeux vidéo sur certaines plateformes un peu restrictives, je vous conseille vivement d'utiliser le hardware plutôt que le software, qui va permettre de bien meilleurs résultats de manière générale. Et de base, si vous avez des réflexions, parce que Lumen homogénéise à la fois éclairage indirect et réflexion, sur des réflexions, le hardware proposera de bien meilleurs résultats que le software. La différence entre le software et le hardware, les screen space on les garde, juste tous les champs de distance, c'est un peu compliqué qu'on l'a expliqué, ça dégage et à la place on remplace ça par
le RTX des cartes Nvidia. Mais toute l'idée en tout cas est la même. Une autre différence, c'est que de mémoire, le software est limité à 200 mètres en termes de champ considéré, là où en tout cas un peu le hardware, on peut monter jusqu'à 1 km, ce qui peut avoir ses avantages, mais vraiment en certains cas précis. Alors, on a parlé de comment fonctionnait la géométrie dans Lumen, à savoir donc des cartes et des champs de distance. On a parlé un peu de comment marchaient les lancers de rayons avec le remarching. Il nous reste un peu à comprendre comment marche l'accumulation de l'éclairage indirect. Si vous avez déjà fait de la Global Illumination basée dans d'autres moteurs de rendu, vous connaissez peut-être toutes ces sphères, le World Radiance Cache ou l'Irradiance dans certains cas. Ces sphères, elles sont posées un peu partout, par exemple tous les mètres dans la scène en 3D. Et ce qu'elles retiennent comme information, c'est tout l'éclairage que ce point dans l'espace reçoit. Ça va peut-être pas être très visible de loin, j'en excuse, mais si on considère cette sphère-là, la plus grosse, on peut voir qu'à droite, elle va être très blanche, très lumineuse, parce qu'elle reçoit l'éclairage de derrière la fenêtre, alors qu'à gauche, elle n'a pas d'éclairage direct, elle a juste les rebonds de l'éclairage indirect, qui sont les rebonds par rapport aux lignes ou autres. Nanite partait du principe que avoir une complexité en 3D pour une image en 2D, c'est nul pour la géométrie. Lumen fait le même constat. Avoir un éclairage indirect en 3D pour une image qui est en 2D à la fin, c'est nul. Et donc, ils vont quand même utiliser un peu de Word dans certains cas quand il n'y a pas besoin de vraiment de grande précision. Par exemple, tout ce qui va être directional light, le soleil qui vient de très loin, ils peuvent en utiliser. Mais la plupart de l'éclairage indirect est fait avec la même idée, mais en 2D. Parce que en 3D, si on veut doubler la résolution, faire x2 en termes de qualité, il faut faire x2 en X, x2 en Y, x2 en Z, on se trouve à faire x8. Alors qu'en 2D, il faut faire x2 en Y, x2 en X, on se trouve à faire x4, c'est déjà un vrai gain. Là, l'idée en 2D, c'est que Lumen travaille en très petite résolution, c'est 1/16e de base, ce qui veut dire qu'on va placer une probe, une sphère, chaque bloc de 16 par 16 pixels, très petit. Ce qui nous donne une résolution finale de peut-être 200 par 100 pixels si vous êtes avec un 4K upscalé de base. Et donc pour chaque bloc, ils vont venir projeter avec la profondeur à nouveau pour plaquer la sphère sur la surface, qui a un autre avantage, c'est que du coup notre sphère est très proche de la géométrie qui nous intéresse, alors que quand on place une sphère en 3D, elle va être n'importe où dans la pièce et elle va poser plus de soucis. Et tous les rayons qu'on va lancer vont partir de là. Ce qu'on va faire, c'est que à la frame 1, lorsqu'on charge le surface cache, on n'a que l'éclairage qui est direct dessus, donc on a un éclairage qui est sans rebond. Et on va partir d'une sphère, lancer un rayon et voir quelle surface cache, quelle géométrie on touche. On va poser la question à cette géométrie-là, quel est ton éclairage actuel, quelle lumière tu me renvoies? Cette géométrie, vu que pour l'instant, elle a uniquement l'information sans rebond, elle va renvoyer un éclairage avec 0 rebond. Mais ça va permettre de créer un rebond. Si j'ai un rayon qui part de là, qui tape là, cet endroit-là va nous renvoyer l'éclairage avec 0 rebond, mais en fait, ça va créer un rebond. Il reçoit 0 rebond, mais il renvoie, donc là, on a un rebond. Ce qui fait que ici, lorsqu'on le stocke, on va pouvoir stocker un éclairage avec un rebond. Donc, à la frame 0, on n'a aucun rebond. En appliquant ce processus, à la fin de la première frame, on va avoir le surface cache appliqué avec un rebond. Alors, idéalement, on l'aurait partout, on serait content. Compromis, concession, il faut être en temps réel, il faut accélérer. On va pas pouvoir tout mettre à jour, tout le surface cache à chaque frame. On va uniquement faire une petite partie, à savoir les plus importantes, donc ce qui est visible et ce qui est très lumineux, ce qui a propagé plus de lumière. Les rayons également, on évite de les lancer dans tous les sens aléatoirement. On essaye de manière générale, de manière intelligente et stochastique, de les lancer vers des zones intéressantes, soit de la lumière, soit des éléments qui pourront en avoir ou qui renvoient déjà un éclairage indirect très fort. On se retrouve donc avec une feedback loop ici, où à chaque frame, on va calculer un nouvel éclairage indirect avec un rebond supplémentaire et le réintégrer dans l'ancienne frame. Ce qui fait qu'à chaque frame, on va rajouter un rebond, rajouter un rebond, rajouter un rebond, et idéalement, avoir un nombre de rebonds infini. Il nous reste la dernière slide technique, promis c'est bientôt fini, qui est aussi la plus complexe, il faut finir en beauté, je suis désolé. Cette image-là ici, qui est lisible, qui ressemble à de l'ASCII art, même moi qui suis proche, elle est lisible, elle correspond en fait aux informations qu'on a pour l'éclairage indirect pour chaque probe, chaque sphère qu'on a placée dans la scène. Cette image-là, donc, elle est de très basse qualité, c'est juste un éclairage indirect diffus. Quand on calcule une image, on calcule également donc la couleur du pixel, la profondeur et la normale. Cette normale-là, elle, va être en très haute qualité, en 4K. Typiquement, avec Nanite, elle a vraiment de très bonne qualité. Et donc, ce qu'on vient faire à la fin, pour calculer l'éclairage indirect, c'est on vient composer ces deux éléments. Si je prends ça, c'est un peu nul comme exemple, je suis désolé.
Ici, je vais avoir une normale qui part vers le bas et je vais avoir une probe qui va être une sphère donc qui va être dessus et on va demander à la sphère quel éclairage reçoit cet objet. Et après, si, vu que là, l'éclairage est plutôt du haut, il va me dire que je reçois 95% de l'éclairage depuis des sources directes en haut et peut-être 5% en diffus qui viennent en bas. On va venir composer ça avec la normale qui me dit que de toute façon, cet objet-là en bas, il ne peut recevoir de l'éclairage que en bas et donc il ne peut recevoir qu'un éclairage indirect et que 5%, on va dire, dans l'éclairage. Donc c'est en multipliant de manière grossière les sources de lumière ici et leur direction avec les normales et ces sources de direction là, qu'on peut venir composer les deux et avoir un éclairage indirect de haute qualité. Il reste quand même deux trois astuces dans Lumen. Typiquement ici, on voit que les salles astiques, elles sont quand même très lumineuses. Il manque une phase d'ambient occlusion qui est faite à la fin. Il y a aussi, pour éviter que ce soit trop bruité, du temporel et du spatial filter pour venir un peu dénoiser, comme un pass tracing classique, enfin un denoiser à la fin pour s'assurer qu'on a moins de soucis. Mais grosso modo, Lumen, c'est quand même un peu de la magie. Euh, c'est très complexe. Alors je suis désolé si vous avez un peu la même enfance que moi, que vous avez joué au jeu Harry Potter dans votre enfance. Vous ne pourrez plus dire Lumen, mais Lumen. Et je suis désolé. Je vous ai pourri votre soirée. Les habitudes ont la vie dure. Je parlais au début que lorsqu'on fait de la recherche, on va commencer par faire une introduction pour expliquer l'état de l'art, ce qui existe déjà. Après, expliquer la nouveauté scientifique et à la fin, balancer plein de références pour pointer vers ce qui existait déjà. Si vous avez de la chance, vous avez 20 références. Si vous lisez un papier de médecine, vous avez 20 pages de références. Les habitudes dans la vidéo, donc j'ai fait un peu pareil. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, je suis sûr qu'il y en a eu plein. Si vous voulez approfondir le détail, j'ai mis des références ici, vous pouvez regarder sur ces sujets-là. Pas besoin de prendre une photo ou autre, je vais m'arranger pour mettre les slides sur Discord, les réseaux, je vais avec Arsène et Kevin. Mais voilà, si vous voulez un peu approfondir le sujet, notamment l'Human Technical Details reprend une grosse partie de ce que j'ai dit, mais le dit mieux, parce que voilà, ils ont eu le temps de le faire et de l'écrire proprement. Donc vous pouvez regarder là. Nanite, virtual géométrie, est pas ultra intéressant parce qu'il explique pas comment ça marche, il explique uniquement en tant qu'artiste les limitations et comment les utiliser, ce qui peut être quand même intéressant dans votre cas, mais ce sera pas un détail technique. Et après, voilà, il y a plein d'autres références. Il y a même un lien vers une autre conférence que j'ai donnée, comme ça j'augmente mon index. Voilà. Et c'est tout pour moi. Voilà. S'il y a des questions, je passe sur un autre micro qui marche, parce que vu que j'en ai piqué un tout à l'heure. Sinon, je peux le faire passer ou il faut parler très très fort. Non, mais il n'y a pas de questions, je pense qu'on est bon. Hein. Dans ce cas-là. Ouais. Merci beaucoup. Merci Étienne. Merci à tous. Bon, il fait un petit peu chaud là dans cette pièce, j'en suis désolé. Mais ouais, non, en tout cas, c'était super. Merci encore, Étienne. Voilà, je vais parler très court parce que du coup, je vais faire une petite, mais je le dirai plus, je le dirai mieux sur Internet. En gros, en fait, donc là, l'année 2023-2024, c'est terminé pour Level Up. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus si nombreux et si régulièrement. Donc, on a fait 10 éditions. On va reprendre en septembre, septembre prochain. Ça va peut-être changer de jour pour arranger aussi les plannings de tout le monde, je pense. Le mercredi, c'est pas forcément évident. De plus, on est en partenariat pratiquement sûr avec Epic Games pour organiser des nouveaux événements encore plus grands. Donc voilà, on vous tiendra au courant. On va devenir une association. Donc voilà, on va essayer de vraiment professionnaliser encore plus, faire peut-être des podcasts, peut-être faire des YouTube Shorts pour expliquer un peu plus des tips and tricks sur Unreal. Voilà, du coup, en tout cas, merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on continue et qu'on est encore plus motivé pour aller plus loin. Donc voilà, on va se professionnaliser encore plus et on va essayer de faire encore plus fort pour 2024-2025. Et je vous souhaite une bonne soirée.